Voilà, c'est M. Ousseynou Sorna, le président de la commission sociale PCS de l'amicale des élèves ingénieurs de l'Institut des sciences de la Terre. Donc nous voici aujourd'hui, jeudi 8 avril, coïncidant avec le démarrage des activités des grandes journées scientifiques et culturelles de l'amicale de l'IST. Donc ces journées ont pu pédagogiques et culturelles. Quand on dit des journées scientifiques, c'est un rapport avec la pédagogie, et en culturel c'est un rapport avec la culture, mais aussi ces journées sont un peu sociales parce qu'aussi on va développer beaucoup de choses concernant du domaine social pour aider nos camarades étudiants. Donc hors de ces activités qui sont pédagogiques, ces journées aussi sont l'occasion d'intégrer les nouveaux bacheliers de l'Institut des sciences de la Terre pour les intégrer dans la grande famille de ces instituts. Donc cette intégration aussi se fait par un parrainage. Donc chaque nouveau bachelier et nouvelle bachelier a un parrain ou bien une marraine, et cela va solidifier, on peut dire, les liens entre ces étudiants. Ces activités aussi sont l'occasion aussi d'inviter les alumni, c'est-à-dire les ressortissants de ces instituts, qui vont venir partager leur expérience, l'expérience qu'ils ont eue dans les entreprises, l'expérience aussi qu'ils ont eue à travers les études ici à l'ISC, pour un peu galvaniser nos camarades étudiants de bien aimer l'institut, de bien aimer la géologie en général, qui est notre domaine d'application. Donc cela est dit, il y aura des panels, des conférences, des symposiums que tout à l'heure le chargé de la communication va vous communiquer avec le programme. Les journées aussi sont l'occasion aussi d'inviter les entreprises qui œuvrent dans le domaine de la géologie appliquée, pour qu'ils connaissent mieux l'école, mais aussi pour que les étudiants eux-mêmes sachent ce qui se passe dans les entreprises et sachent les entreprises dans lesquelles ils pourront travailler demain, et aussi dans les domaines dans lesquels ils pourront entreprendre demain. Donc c'est un peu le concept de ces journées-là que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Donc je vais passer la parole au chargé de la communication de l'amicale pour qu'il nous fasse la lecture du programme de ces journées. Bonjour tout le monde, je m'appelle Mamadou Dongsar, je suis chargé de la communication de l'amicale des élèves ingénieurs de l'Institut des sciences de la Terre. Je vais vous faire lecture du chronogramme des activités. Les activités ont commencé aujourd'hui par une ouverture officielle des journées faite par monsieur le directeur de l'IST, suivi d'un investissement humain. C'est ce que nous sommes en train de faire actuellement. La soirée, on aura les expositions des entreprises marraines, suivies de celles des clubs. La nuit, on aura des jeux d'esprit et divertissement. Demain, vendredi 9 avril, on aura un symposium sur le thème suivant. Après 40 ans d'existence, quelle orientation donner à l'IST face aux mutations? La soirée, on aura la finale de la coupe du directeur de l'IST, en l'occurrence Dr Abdul Aziz Ndiaye. Après-demain, samedi 10 avril, on aura la matinée. Dans la matinée, on aura la cérémonie officielle, durant laquelle on aura un panel dont le thème est le suivant: les industries extractives, impact de la Covid-19 et le rôle dans la relance économique au Sénégal. Dans la soirée, on aura la finale du tournoi de foot qui opposait les différentes sections de l'IST. La nuit, on aura le dîner de gala à la place du souvenir à partir de 21h. Maintenant, on s'excuse également parce que le directeur de l'IST a des contretemps. Donc c'est le directeur des études de l'IST qui le représente ici même, M. Dien. On va lui donner la parole pour qu'il puisse prononcer ces mots de bienvenue à l'entreprise marraine, mais également aux élèves ingénieurs de l'IST. M. Dien, vous avez la parole. Merci Aboubakri. Bonjour, chers invités. Bonjour, chers étudiants. Tout d'abord, permettez-moi de présenter nos excuses à nos invités, parce qu'on devait être là les premiers. Bon, le directeur,
à la dernière minute qu'il y a eu cet empêchement. Donc après tout de suite on s'est concerté. Parce que moi j'étais aussi dans une autre réunion, je viens de terminer. Mais sachez que l'ensemble de la direction de l'IST et des étudiants aussi vous présente ses excuses par rapport à ce retard. Et du même coup, on vous dit soyez les bienvenus à ces journées d'intégration qui sont une coutume au niveau de l'Institut des sciences de la Terre, ou qui constituent un moment fort pour intégrer les nouveaux bacheliers au sein de notre grande famille, qui est l'Institut des sciences de la Terre, qui est un institut phare au niveau de l'Université Cheikh Anta Diop. Comme vous le savez, depuis sa création il y a plus de 30 ans, l'IST a formé presque plus de 400 ingénieurs qui sont actuellement ventilés dans différents secteurs, que ce soit le secteur minier, le secteur hydraulique, le secteur routier, en l'occurrence et la géotechnique, donc qui continuent aussi à œuvrer pour le développement de notre cher pays. Ces journées d'intégration ont été initiées pour constituer un jour de partage, de convergence, mais aussi d'intégration des jeunes bacheliers qui entrent, mais ça constitue aussi une journée d'initiation, de partage avec les anciens. Ça me fait plaisir aussi, durant ces journées, de recevoir à chaque fois les alumni, ce qui montre que le travail qui a été fait au niveau de l'IST porte toujours ses fruits. Parce qu'en les retrouvant occuper des postes de cadre dans certaines sociétés, ça rassure le corps professoral, mais aussi ça rassure nos étudiants, c'est-à-dire leurs cadets. Ça leur donne une certaine confiance, mais aussi beaucoup de courage à continuer ces études en géologie, certes qui ne sont pas faciles, c'est vrai, mais avec beaucoup d'abnégation, de courage, on arrive à surmonter tous les obstacles. Donc soyez les bienvenus à ces journées d'intégration, et par ma voix, la direction déclare ouvertes les journées d'intégration 2021 de l'Institut des sciences de la Terre. Merci. Thank you so very much. It is a pleasure to be here. I'm very happy to see the students today. So I know it's going to be a little bit different because everybody speaks French, but this time I have to tell you that we will be doing it in English, right? I'm Mrs. Cissé. Do you understand me? I want some applause, please. Come on. Wonderful. Well, my name is Mrs. Cissé. I'm working for Grande Côte Opération. I am the head of Department of Communication. All right? It's just a way to tell you that at GCO we speak French, English, of course, Wolof. And I do speak the three of them. But today it will be in English because I just want to show you that it's not only French and science, but you have to speak English as well. All right? You bear with me? Good. Okay, so today we'll be presenting you the company which is Grande Côte Opération. We are located in Diogo. All right? And a lot of your students, I mean, now they are grown up. They used to be here studying where you are, but today they are managers. And I would like to talk about Dawourdian, Mr. Dawourdian. He used to study here for 5 years, and now he is the manager of environment, community, soon communication, and at the same time he's doing the, like, what is it again? The social. Thank you. Well, we have Mr. Ba. He's here. He will be telling you everything about GCO. We're talking about all the progression, everything that you will have to know. So don't hesitate to write down your questions, okay? And it's just a way to show you that this is a great place to be.
we're talking about GCO Grande Côte Opération. All right? So soon, I think next year, because we have the pandemic right now, but next year, some of you will be coming to GCO in Jogo, and we will give you the opportunity to see what he's going to talk about, okay? And you never know, maybe you'll be doing some internship over there at GCO, okay? All right? You ready? You ready? Good. So some applause for Mr. Ba. He is an engineer at the mining field, okay? And he'll be telling you about everything. Thank you very much. And I will come back to you. Thank you. Mais en français, donc pour que les choses puissent beaucoup plus claires. Je me présente, donc je suis Cheikh Tidiane Ba. Je suis ingénieur en planification minière au niveau de Grande Côte Opération. Donc j'ai été formé ici à l'Institut des sciences de la Terre. Donc il y a 2 ou 3 ans derrière, donc j'étais ici comme vous, donc en train d'assister, de participer à ces journées, donc qui sont des journées très importantes donc à l'Institut. Et c'est toujours un honneur pour moi donc de revenir ici en tant que représentant donc de GCO. Donc pour vous présenter, vous parler un tout petit peu ce que GCO fait, donc comment GCO exploite donc les ressources donc au niveau de la Grande Côte. Donc je m'en vais entrer dans le sujet. Donc GCO, Grande Côte Opération, donc est une entreprise qui est implantée au Sénégal et qui est en plus industrielle, donc implantée au Sénégal et est spécialisée dans l'exploitation des ressources des minéraux lourds, donc tels que le zircon, l'ilménite, le leucocène et le rutile. Donc c'est une entreprise donc, dont le projet porté depuis 2011, les partenaires étaient le consortium TISIR, donc, qui était constitué de MDL et de Eramet. Et l'autre partie, c'est l'État du Sénégal avec 10%. Maintenant, depuis 2018, donc, je pense que l'Eramet a carrément acheté donc, les parts de MDL et c'est devenu à 100% Eramet, société française maintenant. Du point de vue géographique, le gisement des GCO se situe au niveau de la Grande Côte, donc entre Dakar et Saint-Louis, qui est long de à peu près 106 km et une largeur de 4 km. Maintenant, les principales zones de la ressource minière donc, se situent à peu près sur une longueur de 50 km et une largeur de 2 km entre Noto, donc de Noto à Lompoul, donc en passant par Fass Boye, Diogo et Lompoul. Donc actuellement, donc, la société a commencé à exploiter au niveau de Diogo. Et du point de vue géologique, donc, on peut dire que le gisement de GCO se situe dans la partie ouest du bassin sénégalo-mauritanien. Et ce gisement est constitué des dunes de sable, donc du quaternaire, qui reposent sur un substratum marneux du Lutècien. Et ces dunes de sable, on peut distinguer donc 3 types de sable. Donc, à savoir, il y a les sables du littoral, donc qui se situent à la base, donc qui seraient issus du remaniement de la remobilisation des sables de plage, donc par la dynamique éolienne. Également, il y a les dunes, les sables continentaux qui sont issus des dunes rouges ou vives qui seraient mises en place au niveau du Pléistocène supérieur. Et il y a également les sables éoliens, donc qui sont carrément au niveau superficiel. Donc ces sables également qui sont beaucoup plus minéralisés et qui seraient issus donc du remaniement du sable de plage également. Donc en gros, c'est ça à peu près ce qu'au niveau du point de vue géologique. Maintenant, entre les dunes de sable, donc, il y a certaines zones, certaines dépressions donc, où se forment des tourbes donc, qui se localisent au niveau des sables de base. Donc ces sables, comme je le dis, ils regorgent d'importantes
quantité de minéraux lourds, donc d'où l'appellation qui sont d'importance économique, donc d'où son nom de gisement. Donc s'il n'y avait pas de minéraux lourds d'importance économique, donc on ne pouvait pas parler de gisement. Donc ces sables ils regorgent carrément des minéraux lourds. Donc à ces minéraux lourds, on en distingue donc 4 principaux minéraux lourds qui sont exploités à GCO, et à savoir le zircon, l'ilménite, le rutile et le leucocène. Maintenant, comment on exploite ces zircons-là, comment on exploite ces sables? Donc ça vient au niveau du procédé. Donc le procédé, GCO, il utilise la technique de dragage. Donc la technique de dragage, comment, donc, comme je peux vous le montrer ici, donc il y a un bateau, donc c'est qu'on appelle la drac, et une usine de préconcentration, donc qui sont reposés au niveau d'un étang d'eau artificiel, donc environ 6 à 7 mètres. Donc au niveau de la drac, donc il y a la drac est munie d'une certaine lame, donc qui va être introduit en profondeur. Donc ça sert à essayer de creuser le sol, donc qui est en face, et que bon, la section donc qu'il va creuser, donc c'est configuré de telle sorte que donc s'il creuse en bas, donc s'il creuse donc la partie inférieure, donc sous l'effet de la gravité, donc la partie supérieure va tomber. Et il y a également simultanément une pompe qui va essayer d'aspirer la pulpe, donc c'est un mélange de sable et d'eau. Donc il y a une grande pompe, une pompe d'une capacité très importante, donc qui aspire la pulpe qui est à l'intérieur donc de l'eau. Et cette pompe également va refouler ce sable-là via un pipeline, donc vers l'usine de préconcentration, donc comme vous pouvez voir ici. Donc dans cette usine de préconcentration, il y a pratiquement 4 parties. Donc la première partie, donc la pulpe qui vient de cette drague-là va être tamisée ici dans un premier temps à l'aide des trommels. Donc les trommels, comme certains étudiants de IST3 vont l'apprendre au niveau de l'UVDM, valorisation des minerais. Donc ces trommels, au niveau de ces trommels, il y a un premier tamisage, donc qui va séparer les éléments qui sont supérieurs à 3 mm. Qui vont passer. Les éléments qui sont supérieurs à 3 mm vont être déversés donc au niveau de l'étang, et la partie qui est inférieure à 3 mm va passer. Donc ils seront stockés dans une chambre de stockage, et ensuite ils seront séparés dans une autre unité, donc on appelle une séparation par spirale. Donc là aussi vous allez le voir au niveau des valorisations des minerais, surtout les étudiants de IST3. Donc la séparation par spirale est une séparation gravitaire, donc où les éléments, les minéraux qui sont, comme les minéraux lourds, sont des minéraux lourds, donc c'est une séparation par gravité va permettre donc de séparer les éléments qui sont lourds et les éléments qui sont légers. Et les éléments qui sont légers sont constitués par le concentré que les CO exploitent. Maintenant, la partie qui est léger est constituée que de stérile, donc pratiquement que du quartz. Et cette partie-là, ça constitue pratiquement 98% donc, du sable qui est exploité. Et les 2% vont constituer le concentré, donc le concentré de minéraux lourds. Et cette partie de stérile donc, sera directement déversée donc, vers l'extérieur, donc des zones qui sont déjà exploitées, pour essayer de remettre donc, la nature à son état initial. Et donc dès qu'on dépasse ces zones-là, ces zones qui sont déjà exploitées et recouvertes, donc le département environnement va venir donc, aussi essayer de réhabiliter les zones en faisant une autre implantation. Maintenant, le concentré, donc les 2% qui sont le concentré vont être donc, déposés via également des pipes, donc dans des zones de stockage qui sont prédéfinies. Et à partir de ces zones de stockage-là, donc ce concentré, ces tas de concentrés de minéraux lourds, donc ils seront transportés donc, par des trucks, par des camions, donc vers ce qu'on appelle l'usine de séparation des minéraux lourds, qui est ici. Donc à ce niveau,
les minéraux lourds seront séparés. Donc comme je vous l'ai dit, donc le concentré, donc il est constitué de zircon, de ilménite, de rutile, de leucocène et d'autres minéraux également qui ne sont pas économiquement exploitables, savoir le grenat, les chromites, les distènes et autres. Donc donc il faudra séparer donc les différents éléments, Donc il y aura une partie qui sera une séparation donc humide, qu'on appelle une séparation humide. Ça sera une séparation gravitaire par spirale, également une séparation par table à secousse. Donc cette séparation-là, ça permet donc d'éliminer ce qu'on appelle la gangue, donc les éléments qui ne sont pas économiquement exploitables. Donc ça permet d'avoir une première séparation de cette gangue et d'avoir 80 à 95% pratiquement du concentré. Et par la suite, donc comme vous pouvez le savoir, donc les minéraux lourds là, ils sont différents de par leur susceptibilité magnétique et de par leur conductivité électrique. C'est pour cela qu'on utilise une séparation électrique et une séparation magnétique pour pouvoir séparer ces minéraux lourds. Donc l'ilménite par exemple est considéré comme étant un élément qui est magnétique, et les zircons et les rutiles, les leucocènes sont des éléments qui ont une conductivité électrique. Donc dans un premier temps, donc il y a une partie il y a une partie donc de l'ilménite, des éléments qui sont magnétiques, donc qui sont séparés d'une part. Donc pratiquement il y a un circuit donc d'ilménite, donc pour pouvoir séparer de l'ilménite pour aboutir à un résultat d'avoir l'ilménite de 58% de TiO2 et de 54% de TiO2. Ça c'est une séparation magnétique. Et de l'autre côté, donc il y a un autre concentré donc qui est constitué pratiquement de zircon, de rutile et d'autres minéraux lourds qui ne sont pas économiquement exploitables. Et là, on va faire également une séparation donc électrique. Donc cette séparation-là, ça va permettre également donc d'aboutir à d'avoir le zircon, l'ilménite et également le rutile. Donc à partir de cette séparation, à partir de cette unité de séparation des minéraux, donc le zircon, l'ilménite et le rutile et le leucocène donc seront acheminés donc par voie ferrée donc vers le port de Dakar à travers donc par voie ferrée, donc en passant par Mekhe donc et Thiès, donc pour arriver à port. Et l'ilménite qui est exploité, l'ilménite est constitué de titane, donc comme vous le savez, et le rutile et le leucocène. Donc ils seront envoyés vers l'autre usine d'Eramet qui est en Norvège, donc c'est une usine de métallurgie. Donc là, à partir de là, ils seront revalorisés avant d'être vendus. Et le zircon également, donc de l'autre côté, sera vendu donc vers les autres partenaires de GCO. Donc voilà en gros donc le circuit d'exploitation de GCO, donc à partir donc de la mine vers l'usine de séparation des minerais et pour être acheminé donc vers le port de Dakar. Donc c'est ce que je pouvais dire dans un premier temps par rapport au process d'exploitation. Donc maintenant GCO également il œuvre du côté environnement et du côté social, donc à savoir le RSE. Donc je vais donner la parole aussi à mon collègue Aliouba pour qu'il passe vous parler un tout petit peu quelles sont les réalisations de GCO donc sur le plan social et communautaire. Donc merci beaucoup. Comment je ne saurais peut-être faire parce que je ne suis pas ingénieur, je ne suis pas géologue. Je suis plus dans la RSE, le management des organisations et un peu de l'environnement. J'ai fait mon master à l'Institut des sciences de l'environnement qui est un institut frère de l'IST. J'ai fait un master RSE là-bas. Juste ajouter un peu dans l'explication de Cheikh Tidiane que dans toute cette procédé-là, il n'y a aucun intrant chimique en fait qu'on utilise. Il n'y a aucun intrant chimique. GCO n'utilise aucun produit chimique dans toute son exploitation. En tout cas, son procédé d'exploitation. L'autre chose aussi, la drague de GCO a une capacité d'exploitation de 70 000 tonnes par heure, ce qui en fait la plus grande drague d'extraction de sable au monde. 70 000 tonnes de sable en une heure. C'est ça la capacité d'extraction de la drague de GCO. En tout cas dans cette masse de sable-là, c'est uniquement 2% environ de cette masse-là qui peut être valorisée.
qui peut devenir le concentré de minéraux lourds. Comme je l'ai dit, moi je vais plus un peu parler sur la RSE parce que derrière toute cette exploitation-là, il y a des départements, des services supports qui permettent à l'entreprise de continuer à exploiter tranquillement. Parce que l'entreprise est implantée dans une zone où il y a des populations locales qui sont là-bas. L'entreprise interagit avec énormément d'acteurs qu'on appelle des parties prenantes à cette activité-là. Ces communautés locales-là, GCO on va dire, ces populations locales-là ont des attentes envers GCO. GCO se doit de les assister. Parce que ces populations locales-là subissent les potentiels impacts de nos activités. Je dis bien, j'insiste sur le mot potentiel, c'est les potentiels impacts de nos activités. GCO a des obligations envers l'État, mais aussi des obligations envers ces populations locales-là avec lesquelles nous travaillons, qui sont avant tout nos premiers collaborateurs. À GCO, c'est, comme on va dire, la promotion du contenu local est une culture pour nous. Que ce soit du côté de l'emploi, que ce soit du côté de l'approvisionnement, que ce soit du côté de la sous-traitance. Nous faisons appel aux entreprises locales, aux sociétés qui sont dans la région de Thiès, dans la zone de Diogo, pour créer de l'emploi, pour créer de la valeur dans cette zone-là. Dans le plan social minier des GCO, nous avons un budget de 300 millions qui est régi par la concession minière qui lie GCO à l'État du Sénégal. Ces 300 millions-là sont obligatoires. GCO doit les verser chaque année, en tout cas les investir chaque année dans la communauté locale, que GCO fasse des revenus ou pas, GCO doit investir ces 300 millions-là dans les communautés locales. C'est à travers des infrastructures dans le secteur de l'éducation, dans le secteur de la santé, dans le secteur de l'hydraulique. Tout cet investissement-là que GCO puisse rentabiliser son activité ou pas, GCO se doit de le faire. Cette promotion du contenu local aussi, c'est dans l'emploi. C'est pourquoi GCO, dès que nous avons commencé, bien avant même la période de production, dès l'exploration, GCO a entamé en tout cas un dialogue sincère et un dialogue itératif avec les populations locales. Tout ce que nous faisons, tout ce qui concerne les populations locales, nous dialoguons avec ces populations locales-là en collaboration avec l'administration territoriale. Dans le code pour l'emploi, nous avons une commission de présélection de l'emploi local qui est carrément dédiée à l'emploi local, dédiée aux communautés locales. À chaque fois que GCO a des postes, des emplois, c'est avant tout d'abord cette commission-là qui fait une sélection primaire, en tout cas des jeunes qui sont diplômés et qui sont en mesure de travailler au niveau des GCO, qui sont les plus prioritaires dans nos recrutements. Et 80%, voire 95% des travailleurs des GCO sont issus du contenu local, sont issus du niveau national. GCO a que 5% peut-être d'expatriés. Tout ça, c'est parce que les Sénégalais ont la capacité d'exploiter nos ressources minières nous-mêmes. Nous avons la compétence de l'exploiter. Et voilà ce que prône GCO, c'est que ces ressources-là sont des ressources sénégalaises. Il faut que ces ressources-là soient exploitées par les Sénégalais parce qu'ils en ont la compétence. L'entreprise ne va pas importer cette compétence-là qui est déjà disponible au Sénégal. Comme l'avait dit au début Naba, il y a énormément déjà, tout comme l'exemple de Cheikh Tidiane, des jeunes qui ont été formés ici à l'IST, à l'ISE ou dans d'autres écoles qui travaillent aujourd'hui à GCO parce qu'ils en ont la compétence, parce qu'ils ont été formés dans ces grandes écoles-là, parce qu'ils n'ont rien à envier à ces jeunes-là qui ont été formés peut-être à l'étranger, qui ont eu des diplômes là-bas. Et ça, c'est une politique qui est réelle au niveau des GCO. C'est aussi à travers cette politique-là que nous contribuons au développement socio-économique dans ces zones où nous sommes implantés, à travers les marchés, à travers l'emploi, la sous-traitance. GCO, c'est une grande mine. Nous faisons très souvent appel à d'autres sociétés, en tout cas des entreprises locales, pour s'il s'agit d'approvisionnement, que ce soit en denrées, en matériel, dans les projets de construction, parce que nous construisons beaucoup aussi. Parce que dans l'avancement et le développement de la mine, souvent il nous arrive de déplacer des populations. Pour déplacer ces populations-là, nous les relogeons. Nous les peut-être déplaçons dans des villages pour en faire des villes. Nous avons déjà fait 2 déplacements qui ont très bien réussi, où nous avons pris plusieurs hameaux et des villages. Nous en avons fait des villes. Nous en avons fait une ville qui a toutes les commodités nécessaires. Il y a l'eau, l'électricité, il y a tout ce qu'il faut en tout cas comme commodité. Il y a l'école, il y a un poste de santé, une case de santé plutôt, pour ces populations locales-là.
Toutes ces infrastructures-là sont construites par des entreprises de la zone, sont construites par des entrepreneurs de la zone. C'est une manière pour nous de créer de la valeur dans la zone de Diogo, c'est une manière pour nous de créer de la valeur pour le Sénégal, pour la région de Thiès. C'est en partie, en tout cas, on va dire, c'est une partie de ce que nous faisons au niveau de GCO, une manière pour nous de contribuer. Et GCO est entré en production juste il y a 6 ans, en 2014, c'est en ce moment-là que GCO est entré en production. Du côté environnemental, on va dire que GCO a la chance d'exploiter dans une zone où la biodiversité n'est pas trop significative. C'est des dunes de sable, il n'y a pas beaucoup de plantes, et la faune et la flore n'est pas trop importante. Mais nous, au lieu de juste, après exploitation, au lieu d'essayer de reprendre en tout cas le terrain comme ça a été, de réhabiliter, nous faisons mieux que cela. GCO, à travers en tout cas une réhabilitation par reprofilage, par épandage, nous essayons de recréer un environnement encore meilleur pour créer une biodiversité pour la faune et la flore dans cette zone-là, qui va permettre aux populations peut-être d'avoir des bois de chauffe, pour aussi peut-être d'autres personnes d'avoir d'autres biens, en tout cas profiter de cet écosystème qu'offre la forêt, la biodiversité. Voilà entre autres ce que nous faisons, le côté environnemental. Hein. Et je précise aussi que peut-être Mme Cissé va intervenir sur ça ou le préciser. Oui, hein. Nous avons été certifiés ISO 14001, nous avons reçu notre certification cette semaine. GCO est la première entreprise minière certifiée ISO 14001 version 2015 au Sénégal. C'est une extraordinaire chose, c'est la justification des efforts que nous faisons au quotidien de l'environnement, parce que GCO quand même, c'est une filiale d'une entreprise minière, d'une industrie, d'une multinationale qui est cotée en bourse. Alors, il y a un certain comportement que nous devons de faire à travers nos bailleurs et voilà, la bourse. Du coup, nous sommes très regardants en tout cas de ce côté-là, que ce soit de l'environnement, que ce soit aussi du respect des droits de l'homme, de nos communautés locales avec qui nous travaillons. Voilà en partie ce que je voulais dire. Et voilà, merci encore une fois votre aimable attention. Merci. We had this opportunity to come here as a leader in mineral sand. I'm talking about GCO, Grande Côte Opération. What are we looking for? I have to talk to you like personally. What we're looking for is people like you. Like I said, he was here. Like how many years ago? 5 years? 3 years? Thank you. So he was here 3 years ago. Now he's working at Grande Côte Opération. It can be the same thing for you guys, all right? Is it something that you would like to do? Yes? Okay, fantastic. So you know that you have to work hard. Yeah? Good. Well, at the same time, I have to tell you that GCO is here minimum for 25 years. So it means that we need you up there. 25 years, it's a long time, and you have time, all right? And it can even go further than 25 years. It can go to 30 years, 35 years. He was talking about the ISO 14001. That's for the environment. So it means that we are recognized internationally, like in all around this world. We are serious in environment, and we belong to these people that are saying that they are good, but we are good too. C'est un plaisir d'être là aujourd'hui parmi vous pour procéder au démarrage de ces journées scientifiques et culturelles. Comme nous le savons tous à l'IST, on a coutume de démarrer ces journées par l'exposition de l'emprise marine, qui se trouve être cette année Grande Côte Opération, ici représentée par M. Cheikh Tidiane Ba, M. Aliouba et également Mme Cissé, responsable de la communication. Comme nous le savons tous, le monde entier a été frappé par une pandémie qui a fini de fragiliser toutes les composantes, que ce soit les écoles, les industries et autres entités. Ça a été difficile sur le plan économique, social, sanitaire, mais quand même, Dieu merci, nous sommes à nouveau réunis pour célébrer ces journées. Donc cette pandémie a fait que l'année dernière, on n'a pas pu organiser ces journées qui occupent une place importante dans le calendrier de l'amicale.
Je profite de l'occasion pour remercier l'entreprise marine Grande Côte Operation d'avoir accepté de parrainer ces journées. Et juste pour dire également que ce choix n'est pas fortuit. Donc notre choix s'est porté sur Grande Côte Operation parce qu'en plus d'exploiter ces minéraux lourds que sont le zircon, l'ilménite, etc., l'entreprise contribue beaucoup au développement local du Sénégal. Donc à travers des emplois directs, des emplois indirects dans la zone de Tivaouane. Donc l'entreprise également injecte pas mal d'argent dans l'économie sénégalaise et contribue fortement à financer des activités sociales autour de Tivaouane. Donc pour tous ces choix, pour toutes ces raisons qui a fait qu'on a choisi l'entreprise GCO et nous vous en remercions. Pour finir, je vais remercier également les élèves ingénieurs de l'IST d'avoir répondu présent à l'appel. Au directeur, je le cite parce qu'il a beaucoup contribué à la réussite de ces journées, même s'il est occupé aujourd'hui. Au professeur qui nous dispense ses cours et qui nous permet d'être aptes à travailler dans les industries à l'image de M. Ba, pour dire que c'est toujours l'occasion de voir les alumni de l'école. Et c'est toute l'importance également de ces journées de vous voir afin de motiver les étudiants à redoubler d'efforts et de savoir que c'est possible de réussir, de faire ses études au Sénégal, de réussir au Sénégal et de travailler pour le Sénégal. Donc, pour ne pas être long, je vous remercie et merci à tout le monde. Bon, on va présenter l'exposition du club minier carrière qui porte sur le thème le potentiel minier du Sénégal. Bon, avant tout d'abord, je tenais à féliciter l'amicale pour avoir organisé ces journées qui sont des journées très importantes et qui constituent une interface entre le monde professionnel et les étudiants. C'est des journées qui permettent aux étudiants d'avoir une idée de ce qui se passe dans le monde professionnel aussi. Merci beaucoup. En guise de plan, c'est ce qu'on a. On va d'abord introduire, ensuite parler des ressources minières, des objectifs spécifiques miniers du PSE à l'horizon 2023, pour finir avec une conclusion. Bon, comme nous le savons tous au Sénégal, le secteur minier a une potentialité très importante, mais à l'exception de quelques minéraux, de quelques ressources naturelles qui sont exploitées ici, à savoir les phosphates, les calcaires industriels, l'or, mais aussi les zircons qui sont exploités. Il y a plusieurs minéraux qui sont ici au Sénégal et qui ne sont pas exploités pour des raisons diverses aussi. C'est comme pour la plupart des pays africains et pour des raisons diverses qui sont des raisons politiques, mais aussi des raisons de manque d'infrastructures pour accéder à pour permettre l'accès à ces minéraux-là. Bon, d'abord, on va parler des ressources minières. Bon, le Sénégal offre une grande diversité de substances minérales. Parmi ces minéraux, on a les métaux précieux comme l'or et les platinoïdes. On a les métaux de base comme le cuivre, le nickel, le chrome, mais aussi le fer. On a des minéraux industriels comme les phosphates, les calcaires, les sables extra-silicieux. On a aussi des minéraux lourds comme le zircon, l'ilménite, le rutile exploité par la société GCO. On a aussi des pierres ornementales, les marbres, les granites, les serpentinites et des matériaux de construction. Ce sont les basaltes, les grès, les coquillages, les silex, sables, etc. Voilà une carte du Sénégal qui montre la répartition des minéraux des ressources minérales dans le pays. On voit que la plupart des minéraux sont localisés à l'ouest du pays, plus précisément dans les régions de Dakar et de Thiès. On a aussi des minéraux au sud-est du Sénégal, des ressources minérales au sud-est du Sénégal, plus précisément dans les régions de Kédougou et de Tambacounda, mais aussi dans la zone nord-est du Sénégal, surtout dans la zone de Bakel, de Matam, etc., où on a les phosphates. C'est bon. Les métaux précieux, par exemple l'or. Bon, l'or, on le retrouve plus précisément au Sénégal oriental, dans la zone de Kédougou et de Tambacounda. Et l'or s'est formé par des processus hydrothermaux, excusez-moi, exploités par la société Teranga Gold, la filière Sabodala Gold Operation, qui a produit en 2019 7,8 tonnes d'or.
mais la société est vendue aujourd'hui, a vendu ses parts à Endeavour Mining qui exploite actuellement dans cette zone. Il y a aussi la filière Petrol Mining avec Toro Gold qui a exploité 6,01 tonnes. Il y a AfriGold qui a arrêté la production depuis 2019 aussi. Et ça, on a la production annuelle depuis 2014 jusqu'à 2019 avec des exploitations de production de 6,1 qui ont passé en 2018 à 12,57 tonnes d'or exploitées ici au Sénégal. Il y a aussi les métaux de base, par exemple le fer de la Falémé, exploité par une société turque qu'on appelle Toshiali, sous le contrôle de Miferso. Il y a aussi des projets très importants à réaliser, comme le pont minéralier qu'on doit réaliser. Il y a aussi le chemin de fer qu'on doit réaliser pour l'aboutissement de ces exploitations. Il envisage produire entre 15 et 25 millions de tonnes par an. Il y a aussi les métaux de base comme cuivre, nickel et chrome. On a des indices de cuivre un peu partout dans le pays. Par exemple, dans la zone de Gabou, la zone de Koussan, Kéréméré. Il y a aussi dans la zone de Mako, où on estime les réserves à 100 millions de tonnes, avec des teneurs de 1 à 3% aussi. Il y a aussi des indices de chrome, de nickel dans les roches ultra basiques de Gabou. Ceux qui ont visité Bakel en savent quelque chose, avec des teneurs de 38 à 43,6% de chromite. Bon, il y a aussi les matériaux industriels, les minéraux industriels exploités ici au Sénégal, plus précisément dans la région de Thiès. Dans pas mal d'autres régions, il y en a au niveau... ils ont une production de 1,5 milliard de tonnes dans la zone de Thiès avec les phosphates de Taïba qui constituent produits à 60 et 70 millions de tonnes. Il y a les phosphates de chaux de Matam, 40,5 millions de tonnes, avec des pourcentages de 28% de P2O5. Il y a les phosphates de chaux de Namel, avec 7 millions de tonnes, avec 20% de P2O5. Il y a les phosphates d'alumine de Lamlam, au niveau de la région de Thiès, avec 40,5 millions de tonnes, et avec 28% de P2O5 aussi. Il y en a aussi au niveau de Kolda, avec 10 à 29% de P2O5 pour une moyenne de 7% de PO2,5. Dans la zone de Ndendouri aussi, mais aussi à Walidjala avec une production de 12 millions à 28 millions de tonnes. Bon, voici la production annuelle depuis 2014. Les productions annuelles depuis 2014. En 2014, on a eu presque 1,2 million de tonnes de phosphate exploitées. Et en 2018, on a une croissance importante avec 2 455 000 tonnes exploitées en 2018. Il y a aussi les calcaires industriels qui seront présentés par Baba Ndiaye. La présentation de là où c'est limité Bara, c'est au niveau des phosphates. Il y en a partout presque au Sénégal. Même il y en a au niveau de Sagata, Mbelekhe, près de chez moi. Ah, c'est des calcaires. Oh. Bon, pour les calcaires industriels, on a récemment visité la mine de Dangote. Ce sont les mêmes calcaires qu'on va utiliser en tant que liant hydraulique pour la fabrication de ciment. Et il y en a également à Banya et à Pout. Pour Dangote, c'est à Pout. Banya, c'est utilisé par Sokosim. Bon, ce sont des formations qui sont séparées par des couches d'argile. Il y a la formation supérieure et la formation inférieure. Donc pour la formation supérieure, les réserves sont estimées à 84 millions de mètres cubes de calcaire avec des teneurs importantes de CaCO3, c'est ce qu'on cherche, avec 96%. Mais également la formation inférieure, ce n'est pas négligeable, également avec 40 millions de tonnes de calcaire, titré à 73,4%. On a retrouvé presque partout au Sénégal. Il y en a à Sagata, presque à 40 km de Boulal, chez moi. Il y en a à Mbelekhe, toujours dans le Djolof, et à Kébémer, dans la région de Louga. Il y en a aussi au niveau de l'industrie de verrerie et des sables silicieux. Si vous visitez le cours de M. Baguidi en IS3, il en parle beaucoup. Ici, on les trouve loin de Dakar, à Malika, avec des teneurs de SiO2, d'où le nom de sable silicieux très élevé, 93 voire 98%. Ça présente également des impuretés au niveau du fer, etc., mais également des pertes parce que ça subit une certaine chaleur.
Et pour les artistes industriels, ce sont des artistes qui sont utilisés dans la construction de carreaux, de céramique. Donc ici, on en trouve presque au niveau de la région de Thiès, il y en a au niveau de Pout, de Falloum, de Nianing et de Mbodjen. Ce sont aussi des artistes qui s'intercalent au niveau des calcaires du Paléocène et des marnes de l'Éocène inférieur. Et pour les minéraux lourds, je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin de revenir sur les minéraux lourds, d'autant plus que les experts des GCO viennent de nous faire une présentation vraiment exceptionnelle. Mais juste pour y revenir, et comme la répétition est pédagogique, on peut dire que les minéraux lourds, les zircons, les limonite, l'ococène, etc., on trouve au niveau de la grande côte du Sénégal, Sénégal-Saint-Louis, Dakar-Saint-Louis, Dakar-Casamance. Et l'entreprise GCO est logée au niveau de l'axe Lompoul-Kayar, qui est un axe qui est mesure aux environs de 100 km, avec des teneurs des réserves ressources estimées à 801 millions de tonnes de sable, avec des teneurs de 2,6 de minéraux lourds. Par chaque tonne, on a 2% de minéraux lourds. Les gisements de Diogo sont constitués à 66% d'ilménite, comme l'avait dit le monsieur, 11% de zircon et 1% de rutile. L'exploitation de ce gisement a démarré depuis 2014. Donc on peut dire que c'est une mine qui est vraiment jeune, mais qui est en train de faire des productions vraiment remarquables. Mais on n'en trouve pas de minéraux lourds qu'au niveau de la grande côte, au niveau de Diogo. Non, on en trouve à Ziguinchor. C'est le zircon de Niafourang, qui a été étudié par une entreprise australienne, qui a été bien étudiée, mais il y a des problèmes entre les populations locales et les entreprises, parce qu'ils ne veulent pas la destruction de leurs environnements. Donc ça, c'est une question géopolitique des populations autochtones. Parce que l'environnement aussi, c'est quelque chose de primordial et une nécessité. Il y en a également au niveau de la zone sud de Mbour-Differ, il y en a aussi des réserves, mais aussi le zircon est utilisé dans plusieurs domaines. Comme vous le savez, on l'utilise au niveau de l'industrie céramique, au niveau des carreaux, etc., au niveau des réfractaires, au niveau des verreries, des écrans, des télévisions, des ordinateurs, etc., aussi de l'industrie chimique. Donc c'est ça ce qu'on a pour les minéraux lourds. Les pierres ornementales, ça c'est ce qui aime vraiment le luxe. On peut dire que nous, on sait de rien ce qui est ornement, parce que le luxe c'est une nécessité comme vous le dites, mais bon. Inch'Allah, peut-être si on est riche, on sera sur des carreaux de marbre, etc. Mais il y a aussi le marbre, dont les réserves prouvées sont à hauteur de 348 545 tonnes. Et les réserves possibles, ce qu'on peut extraire exactement, c'est à la hauteur de 167 048 tonnes. Et ce marbre, on le trouve principalement au niveau de la région de Kédougou. Il y en a les marbres de Ndiembou. Il y en a aussi les marbres de Bandafassi. Même la pierre d'abord, on dit que ça vient de Bandafassi. En fait, les marbres d'Ibel. On les spécifie en fonction de leur couleur, de leur pureté. Voilà. Et les cipolins, ça aussi, ce sont des pierres ornementales. On en trouve à Yilimalo, à Yerogeto, à Chokoy, Walidjala. C'est toujours au niveau de la région de Kédougou. Et pour les serpentinites, on a au niveau de Gabou Djabal. Ceux qui ont fait Bakel en savent quelque chose. Même si on a quelques serpentinites au niveau de la colline de Mansanintana, du côté de la colline de Mansanintana, mais bon, peut-être leur qualité, ça reste à voir. Il y a aussi les calcaires coquillés au niveau de la région de Thiès. Enfin, pour terminer cette partie des minéraux, il y en a les méthodes de construction. Ça, peut-être le club géotechnique vous dira quelque chose avec les méthodes de construction, ce qui fait aussi l'actualité avec le projet des 100 000 logements de l'État du Sénégal. Et pour ces matériaux de construction, vous savez bien qu'il y a le basalte, premièrement, qui est très convoité, qui va en tarissement. Il y a aussi le calcaire, qui est différent du calcaire utilisé comme industriel en tant que liant. Il y a aussi les grès exploités au niveau de Togoulou, le sable dunaire, presque partout au Sénégal, le silex qui nous vient des résidus miniers d'exploitation des phosphates, de la latérite, il y en a presque partout au pays, des coasites qui nous viennent par exemple de Bakel avec l'entreprise de Mapati Ndjougou. Il n'y en a pas que ça, il y en a les diatomites, les atopulgites, les argiles, etc. Donc pour matériaux de construction par exemple, à part les basaltes qui se raréfient, on peut dire qu'au Sénégal, il n'en manque pas. Et pour faire un peu de politique ou bien voilà, les objectifs spécifiques du minier du plan Sénégal émergent PSE, comme chaque État il définit sa politique économique et de développement en fonction d'un plan, d'un programme.
Maintenant, pour le jour du PSE à l'horizon 2023, on y est presque, il ne reste plus que 2 ans. Production annuelle de 15 millions, de 20 millions de tonnes de minerais de fer, alors qu'on n'a même pas encore démarré la production. Est-ce que c'est possible? Bon, espérons d'ici ces 2 ans, l'entreprise pourra se mettre en place. À vos commentaires. Et 2,5 millions de tonnes de phosphate, bien que possible parce qu'il y en a pas mal d'industries. Bon, le Sénégal a commencé à exploiter le phosphate depuis 1948 avec les phosphates de Taïba, de Lamlam, etc. 3 millions de tonnes d'acide phosphorique, ça aussi nous vient de la transformation des phosphates, qui est également qui donne d'importantes contributions économiques au niveau du pays. Ce sont les genres de transformation qui peuvent contribuer également au niveau de l'économie. Parce que la vente de la matière première brute, ça ne rend pas grand-chose. Mais si on le transforme sur place, ça peut amener davantage des profits. Et 17 millions de tonnes d'or correspondant au triple de la production en 2017. Ça, c'est ce que vise l'État. Il y en a toujours la production minière, l'exploitation qui est intensément activée. Même si la fois passée, avec une publication de Endeavour Open Mines Sabodola, leur production en 2020 a augmenté. Donc on peut espérer atteindre cette production au niveau de l'or. Et 90 000 tonnes de zircon. Ça, je n'en discute pas. Il y avait les experts ici. Et pour finir, le sous-secteur minier du Sénégal est actuellement à une phase transitoire qui pourrait jouer un rôle important dans l'économie nationale, tant au niveau de l'exportation que dans sa contribution de sa diversification de l'économie. Surtout, il jouit de l'intérêt grandissant des investisseurs privés et occupe une place de choix dans le plan Sénégal émergent PSE et figure parmi les 6 secteurs prioritaires retenus pour porter le taux de croissance à 7 sur les 10 prochaines années. Même s'il y a l'impact du Covid, il ne faut pas les négliger. Mais dans 10 dernières années, je pense qu'on peut atteindre un taux qui ne se sera pas surtout au niveau des entreprises privées qui nous viennent de l'étranger, mais aussi du niveau local. Parce que le développement, ce n'est pas le développement des autres qui va nous intéresser, bien sûr, mais c'est le développement de nous, de mon père d'abord, de ma mère, après de vos pères, après le développement de tout au Sénégal. Bon, je pense que c'était ça qu'on avait à vous présenter aujourd'hui. Voilà. Voilà. Et pour les sources, principalement, ça nous vient de l'ITIE et de la direction des mines, l'ITIE, l'initiative à la transparence dans le secteur extractif. Voilà, c'est la fin de l'exposé. Merci beaucoup, Président. Comme il l'a dit, tout à l'heure, M. Bara et M. Baba vous ont parlé des minéraux, des ressources minérales du Sénégal. Donc, parmi ces indices minéraux, on a quelques échantillons ici devant nous qu'on va vous présenter, M. Mambale et moi, Mbaye. Ici, on a ici calcopyrite. Tout à l'heure, il a parlé de l'or. Donc, il y a des minéraux. Donc, minéraux, c'est une substance qu'on peut extraire le minerai. Donc, ici, on a des calcopyrites. Là où on a les calcopyrites, sont des indices de cuivre, sont des sulfures, mais présente aussi de cuivre. Calcopyrite, il y a aussi la pyrite ici. La pyrite, c'est le principal sulfure, c'est le sulfure le plus présent, quoi. Donc là où on trouve les sulfures, ce sont les sulfures qui sont associés le plus à l'or. Tout à l'heure, il a parlé d'or extérieur au niveau de Sabodola, voilà, et d'autres industries minières. Donc là, pour trouver de l'or, on a des indices. Si on trouve des sulfures comme la pyrite, on peut dire que voilà, on peut avoir la présence d'or dans ces secteurs. Donc c'est ces minéraux qu'on cherche d'abord avant d'extraire l'or. On a parlé de calcopyrite, on a parlé de la pyrite. Ici aussi on a malachite et azurite. Tout à l'heure il a aussi parlé des indices de cuivre et aussi des carbonates. Donc la malachite, donc ce sont des indices de cuivre et de carbonate aussi, Cu et CO3. Mais là, la teneur est plus forte au niveau des azurites. Donc si on a des indices de cuivre et de carbonate, par exemple, 2 unités ici, on peut avoir 2 unités au niveau des azurites. Donc aussi ces minéraux, on peut, comme il a dit, pour ceux qui étaient à Bakel, je pense qu'ils ont eu à voir ces minéraux.
on a ici phosphate. Tout à l'heure, il vous a parlé des phosphates. Pour ce qui était aussi samedi passé, c'est ce qui était parti pour la visite du club mine. On vous a parlé des adjuvants. Quand il parlait des calcaires, latérites comme ça, il vous a parlé des adjuvants, des substances qui risquent en alumine. Donc on a les phosphates de soufre. On a des phosphates de soufre au Sénégal et des phosphates d'alumine. Donc les phosphates d'alumine sont utilisés pour les adjuvants, pour faire la clinkerisation. Donc le clinker dont nous parlait, c'est ce qui était à Dangote. Donc les phosphates d'alumine, les phosphates d'alumine qu'on trouve à Lamlam, dont ils ont parlé, dont Bar a parlé tout à l'heure. Donc on a des échantillons ici, de pourcentage 26%. En plus aussi des phosphates d'alumine de Lamlam, on a aussi des phosphates de soufre, comme il l'a dit, des phosphates de soufre à Taïba, à Kolda, Matam, etc. On a devant nous aussi, ici c'est la sphalérite. La sphalérite, indice de plomb, aussi la galène, indice de zinc, minerai de zinc et minerai de plomb, galène et sphalérite. Donc la différence entre les deux, c'est la dureté. D'abord, la galène est plus dure, là c'est plus dur que la sphalérite. Si on les voit, du point de vue, si on les voit les deux, ils se ressemblent, mais la galène est plus dure que la sphalérite. Les deux sont la galène c'est des indices de plomb et la sphalérite des indices de zinc. Je vais laisser Amambala continuer pour la présentation des autres minéraux. Bonsoir à tous, merci. Bon, il ne reste que 2 ou 3 minéraux. Ici on a l'hématite et la magnétite qui sont des minéraux de fer que l'on retrouve principalement au niveau de la Falémé. Je pense que vous avez suivi l'exposé, ils l'ont dit tout à l'heure, avec Miferso et Tessiali. Ici, on a un minéraux de graphite qui est une roche charbonnée. Le graphite, je pense que vous le savez parce qu'on l'utilise au niveau des mines de l'eau et les crayons aussi. Ici, on a le gondite qui est un minéraux de manganèse. Bon, je pense que c'est tout. Bon, pour pouvoir observer tous ces minéraux-là, on va les exposer ici pour que vous puissiez venir observer et avoir un aperçu sur les minéraux. Merci beaucoup et nous vous remercions de votre présence. C'est la branche qu'on appelle la géotechnique qui va étudier ça. Donc je vais un peu corréler les applications de la géotechnique dans les différents domaines. Parce que en mine, dans les carrières, dans l'exploitation des hydrocarbures, la géotechnique intervient. Dans les carrières, la géotechnique intervient. Donc, comme vous voyez ces affiches-là, ça c'est une mine à ciel ouvert, ça aussi c'est une mine souterraine. La géotechnique intervient. Comment la géotechnique intervient? Avant la production du minerai dans les mines à ciel ouvert, vous voyez ça, c'est des sortes de pentes. Ce sont les géotechniciens qui vont faire les dimensions de stabilisation parce qu'on ne peut pas travailler si le milieu n'est pas stable. Donc avant de produire, ils ont besoin aux géotechniciens pour qu'ils fassent des études de stabilité. S'il y a aussi des problèmes d'instabilité, ils vont faire appel aux géotechniciens. Donc le géotechnicien a une place importante dans les mines. Également dans les mines souterraines. Là-bas aussi c'est plus compliqué parce qu'on est en profondeur et il y a des terrains au-dessus de nous. Donc il faut une bonne stabilisation pour qu'on puisse bien extraire le minerai. Donc ici également, au niveau des ouvrages hydrauliques, on utilise également là-bas ce qu'on appelle le dimensionnement, excusez-moi, pour construire des ponts. Également le passage entre Sénégal et Gambie est facilité, je vais dire, par d'autres corps, mais également la géotechnique a joué également une part là-bas, parce que c'était à cause des géotechniciens qu'on a pu construire ces ponts-là. Également, vous voyez ici, en construction en mer, comme le prof a l'habitude de le dire, on peut construire n'importe où. L'essentiel, on aura besoin
d'argent, également des gens qui ont des connaissances excellentes en géotechnique. Comment on construit en mer? C'est ce qu'on appelle ils utilisent ce qu'on appelle des rideaux de pales planches. Donc pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est que des pales planches, ce sont des barres métalliques. Ici au niveau le canal 4, juste à côté de Tapis Rouge, si vous passez là-bas, vous voyez ces barres blanches, ces barres métalliques là, c'est ce qu'on appelle les pales planches. Comment ils font pour construire en mer ou bien dans les endroits où il y a de l'eau? Donc ils mettent ces pales planches, essayer d'encercler l'eau, ils vont pomper cette eau et ils vont mettre leur ouvrage, comme vous le voyez ici, ils vont mettre leur ouvrage et tout ça repose sur des dimensionnements, des techniques de stabilisation. Et qui dit dimensionnement, dit stabilisation, on fait référence à la géotechnique. Et la géotechnique ne se limite pas là. Vous voyez aussi, tous ces bâtiments-là, si ces bâtiments-là, je pense depuis les années 60, ce bâtiment-là est là. C'est parce qu'on a eu à faire des études géotechniques performantes. C'est pourquoi ce bâtiment-là, jusqu'à présent, il est là. Donc, c'est pas seulement les bâtiments et les mines, également pour la construction des routes, également. Là-bas aussi, le géotechnicien intervient. Au niveau des aéroports, pour la construction des voies ferrées également, la géotechnique intervient. Donc, si je peux résumer, toutes les activités humaines qu'on fait ici, je peux dire que le géotechnicien a une place importante là-bas. Parce que que ce soit en mine, au niveau des mines ou bien au niveau des forages, j'ai oublié de vous préciser encore, au niveau des forages, pour la production du pétrole et les autres, si on fait les forages, on a besoin de géotechniciens. Comment? Parce que pour faire les forages, ils ont besoin de stabiliser, et c'est des trous. Il y a le sable, donc ils vont essayer de stabiliser. Donc pour qu'il n'y ait pas de phénomène d'éboulement. Ça, ce sont les géotechniciens qui vont faire des études. Après, au niveau des forages pétroliers également, avant la production du pétrole, ils vont faire des tests pour les puits avant de produire. Avant de faire ce test-là, ils ont besoin d'introduire du ciment à l'intérieur. Mais ce ciment-là, avant d'introduire ce ciment-là, il faut savoir ses propriétés, la résistance de ce ciment. Donc c'est le géotechnicien qui le fait. Donc la visite passée à Dangote, vous avez vu comment on fabrique le ciment, mais avant d'acheminer le ciment pour la construction également, il faut ce qu'on appelle des tests de résistance. Mais ces tests-là, ce n'est pas le minier qui va venir faire ce test, c'est pas, je ne sais pas quoi qui va venir, c'est les géotechniques. On fait des études de laboratoire, des études géotechniques. Donc dans tous les domaines ici, vous voyez ici, on parle de l'exploitation du zircon. Ici, ça ne va pas se déplacer? Je fais comme ça, excusez-moi. Là, c'est des constructions. Vous voyez ce bâtiment-là, c'est sur le sol. Donc, pour avoir ce bâtiment-là stable, il faut faire des études de sol. Donc, sans géotechnique, on ne peut pas avoir une bonne construction. Et si je dis sans géotechnique, ce n'est pas seulement ce qu'on apprend à l'école. Parce que nos anciens, ils construisaient des constructions plus bonnes que nos constructions. Ils n'étaient pas instruits, mais ils faisaient également la géotechnique. Ils faisaient également l'hydrogéologie, parce que par leur méthode. Et donc pour cela, je vais juste un peu faire un briefing sur les matériaux. Après, mes deux camarades vont revenir sur cela. Le résultat des matériaux de construction, les voilà ici. Mes camarades vont revenir sur cela. Le ciment dont je vous parlais tout à l'heure, il est là. Le basalte que le club mine a introduit tout à l'heure, les silexites également, tout est là. Il y a également l'eau. Donc la géotechnique, c'est un tout. Donc pour ceux qui étaient également à Mako, je pense Watim Bafundu, il y a ici les tufs.
Les tufs, c'est pas seulement pour laisser là-bas pour faire des excursions. Avec les tufs également, on peut faire des briques et des constructions, de même qu'avec l'argile et autres choses. Donc je vais laisser un peu la place à mes camarades. Celui-là, il va nous parler des engins, comment on extrait ces roches-là, le concasage. Et M. Barry également va nous parler des pavés et des matériaux. Donc je vais vous donner la parole. Merci. Bonsoir tout le monde. Mariam vous a parlé de la définition de la géotechnique et de ses domaines d'application. Et nous savons tous que la réalisation de ces ouvrages nécessite l'utilisation d'un certain nombre d'engins. Donc les engins sont ainsi définis. Si quelqu'un peut me donner une définition d'un engin. Un engin, ouais. Bon. D'accord. Donc, un engin, c'est juste une machine qui permet de supplier les travailleurs dans leur construction pour le temps de leur transport et aussi pour l'excavation, etc. Donc, il existe plusieurs types d'engins. Donc, voici certaines catégories. Il y a des engins qu'on appelle des petits engins ou on appelle des tracteurs, des mini-pelles exactement. Et aussi, il y a des engins d'extraction qui sont utilisés pour excaver et tout ça. Il y a aussi des engins d'extraction également, comme des bouteurs, c'est-à-dire les bulldozers. Il y a des engins de finisseurs. Ça, sont utilisés pour appliquer les enrobés bitumineux sur les chaussées. Également, il y a des engins de régulateurs, c'est-à-dire la niveleuse, qui permet de niveler, le niveau des couches au niveau des chaussées. Également, il y a des engins de compactage, c'est-à-dire le compacteur. Lui, il permet de réduire le sol afin d'avoir une bonne portance. Également, des engins de transport qui permettent de transporter les matériaux et aussi des engins de manutention. À côté de ces engins, nous avons la centrale à béton et aussi la bétonnière. Ça, c'est très important, surtout au niveau des constructions. Parce que là, c'est là où on fabrique le béton. À partir de la centrale à béton, c'est là où on prend le béton et on l'achemine jusqu'au chantier. Donc ce béton est transporté par ces toupies. Vous voyez ces camions qui sont là. On les appelle des toupies. C'est ces engins qui prennent le béton au niveau de la centrale à béton et les amènent au niveau du chantier. Et également, même au niveau du chantier, on peut retrouver d'autres engins comme la boutonnière. Elle aussi, elle permet de malaxer le béton. Et à côté de ces engins, nous avons les deux types de les grues, à savoir la grue mobile et la grue fixe. Comme vous le voyez ici, elles sont composées de plusieurs rallonges. Donc, elles peuvent avoir une longueur beaucoup plus importante selon le nombre de rallonges qu'elles comportent. Également, comme vous voyez là, elles peuvent atteindre jusqu'à 12,8 mètres. Je crois bien ce sont ces types d'engins qu'on avait à vous présenter et merci beaucoup. Bon, merci beaucoup. Vous avez très rapidement vous présenté les produits qu'on utilise au niveau de la construction et qui sont faits à base de matériaux qui sont locaux, qui sont échantillonnés ici au Sénégal. Par exemple, ici, on a les pavés. Les pavés qui sont faits à base de plastique. Et la composition, on utilise le silex avec des classes granulométriques différentes ici. Par exemple, ici, on a un silex dont les diamètres sont compris entre 8 et 16 mm. Ici, nous avons des silex qui sont compris, dont les diamètres sont compris entre 3 et 8 mm. Et donc, pourquoi on utilise ces matériaux avec des diamètres différents? Par exemple, si vous utilisez ça, vous allez laisser pas mal de vide. Et ces vides vont être comblés par les matériaux de diamètre inférieur. Donc, raison pour laquelle on utilise ces différents types de matériaux. Et parmi la constitution de ce pavé, on a également le ciment, le sable et le plastique. Et le plastique, pourquoi on utilise ici le plastique? Donc, le plastique a un intérêt environnemental très important. Par exemple, si on fait le recyclage de ces plastiques, à long terme, on aura tendance à épuiser tout le plastique qui se trouve dans l'environnement. Et ça, c'est un impact très important dans l'environnement. Donc ici, on a ce qu'on appelle
le béton hydraulique. Le béton hydraulique, on utilise pour faire ce qu'on appelle les armatures. Donc qu'est-ce que c'est qu'une armature? Par exemple, sur ce bâtiment, si vous enlevez tout ce qui est le mur, ce qui reste, ce sont les armatures. Ce sont les poteaux, les poutres et les dalles. Et ces bétons répondent à des caractéristiques très importantes parce qu'ils offrent une résistance très élevée. Raison pour laquelle on les utilise pour faire ces armatures. Et sa constitution, elle est constituée de basalte, de sable, de ciment et de l'eau. Et ce béton, on l'appelle béton hydraulique. Pourquoi hydraulique? Parce que le lien est constitué du ciment et de l'eau. C'est pourquoi on l'appelle béton hydraulique. Donc je vais terminer par ces briques qui sont faites à base d'argile. Ce sont des argiles, voici l'échantillon, c'est l'argile qui provient de Tchiki. Et ici on a des briquets qui sont faits à base de métatif, les métatifs de Bafundou. Donc grosso modo c'était ça pour les produits. Merci beaucoup pour votre aimable attention. Barry et Mouché Welle. Donc il a expliqué les engins qu'on utilise dans les constructions et également il a parlé des pavés et de ces briques. Donc l'utilité de ces matériaux-là. Donc ici, on a ce qu'on appelle des silexes, ce sont des rejets miniers. Donc ça contribue également à l'environnement parce qu'on utilise ces rejets-là pour faire des constructions. Également, il y a le plastique. On utilise encore des déchets pour faire des matériaux. Donc ça, c'est quelque chose de très important pour la protection de l'environnement. Également, on utilise de l'argile pour en faire des briques. On utilise des tufs pour en faire des blocs, juste pour la construction. Et tous ces matériaux-là sont d'origine, sont au niveau local. Donc ces briques-là, c'est ce que vous voyez ici au niveau du campus, on utilise ça. Ce sont des sortes de régulateurs thermiques. Peut-être si vous passez au labo, le professeur il pourra mieux vous expliquer sur cela. Donc tout ce potentiel qui existe ici au Sénégal, donc on l'utilise pour des constructions et consorts. Et on peut parler de l'hydrogéologie parce que depuis tout à l'heure on parle de la géotechnique seulement. Et le club c'est pas seulement géotechnique, mais géotechnique et hydrogéologie. Donc je vais parler un peu de l'eau. Donc pour les nappes, la gestion de l'eau, donc tout un chacun de nous ici, dorénavant, il doit comprendre que l'eau c'est un élément, c'est une ressource qui est très 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 importante. Une ressource qu'on utilise tous les jours, donc qui est indispensable dans notre vie. Donc on doit bien gérer cette ressource. Donc une fois au niveau des campus ou bien chez nous, on doit bien gérer cette ressource-là. Essayer de ne pas le polluer. Donc ceux qui habitent à Thiaroye, Kermassar, Rufisque, savent bien l'importance de la protection des eaux. Parce qu'ils ont une nappe qui est superficielle, on peut atteindre l'eau facilement, mais ils ne peuvent pas utiliser cette eau dans la construction, dans la boisson ou dans le boisson? La boisson. Je vais dire les boissons. C'est quoi? Ok. Hein? La boisson. Merci beaucoup, Fiel. La boisson. D'accord. Donc cette eau-là, il ne peut plus l'utiliser pour la boisson. Donc il peut faire que des cultures et consorts. Alors que si cette nappe était bien protégée, cette nappe était bien entretenue, donc il pourrait plus utiliser cette eau au lieu d'aller jusqu'à Lac de Guerre pour avoir de l'eau ou bien rechercher l'eau qui est au niveau de la nappe du maïs trichien. Donc la gestion de l'eau, c'est quelque chose de très très important. Donc tout ensemble, dorénavant, essayons de protéger notre ressource-là qui est très très importante, qui est l'eau. Donc, pour ne pas tirer en longueur, on s'excuse. Donc, si on a pris votre temps, donc c'était juste ce qu'on voulait vous expliquer un peu et vous pouvez passer également regarder les produits de construction et consorts. Merci beaucoup. Je m'appelle Moussa Baldé, je suis élève ingénieur en 5e année à l'Institut des sciences de la Terre et président de l'amicale de l'IST. Donc j'ai ici les différents membres de l'amicale de l'IST. Donc cette semaine-là, nous sommes dans le cadre d'une organisation, de l'organisation de nos journées scientifiques et culturelles qui occupe une place importante dans le calendrier de l'amicale.
parce que ce sont les seuls moments, ce sont les moments forts où l'ensemble des différentes composantes de l'IST sont réunies, à savoir les professeurs, les élèves ingénieurs, les alumni et également les professionnels du domaine qui sont dans les entreprises. Donc ces journées, c'est en quelque sorte un cadre d'échange qu'on instaure tout en intégrant les nouveaux recrues au concours de l'IST dans la grande famille de l'IST. Donc aujourd'hui, on a commencé par un investissement humain en commençant par le musée, donc un musée qui à mon avis devrait être valorisé parce que jusqu'à présent les lycéens, nos petits frères et nos petites sœurs qui sont dans les lycées ne connaissent pas exactement la géologie du Sénégal. Donc en restaurant ce musée, en faisant de ce musée donc une référence en Afrique, ça permettra de faire des excursions de en quelques jours sans pour autant se déplacer sur le terrain, présenter le bassin du Sénégal, présenter les zones de socle du Sénégal tout en ressortissant les potentiels du Sénégal. Donc après ça, on a fait l'exposition de l'entreprise marraine. Donc on travaille en étroite collaboration avec les entreprises qui nous soutiennent beaucoup dans nos activités. Donc cette année, on a choisi la filiale de Eramet qui est Grand Côte Operation, donc qui a bien voulu parrainer ces activités. Donc ils sont dans l'exploitation du zircon. Ils ont tantôt fait une petite exposition en expliquant les différents procédés qu'ils utilisent dans l'exploitation. Donc les activités se poursuivent. Donc demain, il y a un symposium qui est prévu à partir de 10h. Donc ce sera l'occasion de poser le débat après ces 40 ans d'existence. Quelle orientation réelle donnée à l'IST face aux mutations technologiques, face aux conditions de changement du marché de travail. Donc ce sera l'occasion de poser des débats. Donc nous avons l'honneur d'accueillir monsieur le docteur Moussa Silla, ancien et alumni de l'IST, donc qui sera chargé de nous expliquer en détail l'histoire de l'IST et qui sûrement va ouvrir des perspectives pour l'école. Nous profitons de l'occasion pour le remercier. C'est également le parrain de ces journées scientifiques et culturelles. Donc on vous donne rendez-vous à demain à partir de 10h avec le symposium sur le thème que j'ai énuméré tantôt. Merci beaucoup.